édition ce soir dans le département de Boundiali où les populations du canton du Pangala Nord ont organisé des journées socioculturelles en vue de prôner la cohésion sociale. On parlera de l'Abissa, le festival culturel du peuple Nzima est désormais un produit touristique exportable selon le ministère du Tourisme. Dans cette édition, le volet international nous mènera au Chili à la découverte d'un centre de réhabilitation pour singes. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On s'intéresse tout d'abord au canton du Pangala Nord. Nous sommes dans le département de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce canton bénéficie désormais d'infrastructures socio-économiques permettant ainsi d'améliorer le quotidien des populations. Et pour pérenniser ces acquis, ces dernières prônent la cohésion sociale et l'ont manifesté en organisant des journées culturelles. Mamadou Kouassi. Le canton du Pangala Nord, situé dans la sous-préfecture de Kasséré, dans le département de Boundiali, en fête. Cette année, c'est le village de Tumboli qui accueille pour la deuxième fois ces festivités tournantes. Des festivités pour marquer l'adhésion des populations au développement de leur région. Un développement qui passe selon ces populations par l'union, la solidarité et la cohésion entre les fils et filles de ce canton sénéfaux. Ces valeurs qui fondent la culture de ce peuple du nord de la Côte d'Ivoire. Cette retrouvaille dénommée Tumboli 2015 a été l'occasion pour ces populations de célébrer les nombreuses actions de développement réalisées dans leur canton, à savoir l'électrification de tous les villages, l'adduction en eau potable et le reprofilage de toutes les routes du canton. À cela s'ajoute la construction des centres de santé et d'écoles primaires. L'esprit de fraternité et de solidarité qui règne entre les fils et filles du Pangala Nord est salué par le représentant du ministre Patrick Hachi, parrain de la cérémonie. Il exhorte les populations à œuvrer davantage pour botter la pauvreté hors de leur canton. Des propos soutenus par le sous-préfet de Kasséré qui demande aux populations de tout mettre en œuvre pour que cette élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'Abissa est désormais un produit touristique viable. Ce festival culturel du peuple Nzima est, selon le ministère du Tourisme, exportable. D'ailleurs, un mécanisme vient d'être mis sur pied pour mobiliser un plus grand nombre de touristes autour de ce projet. L'Abissa, festival culturel et touristique du peuple Nzima, se veut désormais un produit exportable. Les responsables de cette fête traditionnelle veulent valoriser davantage ce spectacle qui réunit chaque année des milliers de visiteurs. Ils veulent également inscrire l'Abissa sur le calendrier international des festivals. En septembre dernier, une mission a séjourné dans la capitale française en vue de tisser des partenariats des structures européennes pour mieux vendre leurs produits. Cette année, un concept est mis en place en vue de renforcer le contenu de l'Abissa. Il s'agit de la création de circuits touristiques dénommés Abissa Tour. Un circuit qui prendra en compte tous les sites touristiques de la région du Sud-Komoé. Abissa Tour, c'est un voyage d'agrément, une excursion touristique, d'enseignement culturel et historique, une opportunité à saisir pour converger tous vers la ville de Grand Bassam, patrimoine culturel de l'UNESCO, et de l'Abissa qui est un patrimoine immatériel depuis le 3 juillet 2012. Une initiative soutenue par le ministère du Tourisme à travers Côte d'Ivoire Tourisme. Selon Jean-Marie Sommet, directeur général de cette institution, ce projet permettra de promouvoir davantage le tourisme intérieur, un programme qui est au cœur de son plan d'action. Ça donne un sens vraiment à l'activité que nous faisons, pour dire voilà ce que nous recherchons à Côte d'Ivoire Tourisme et au ministère pour que les choses prennent. La mayonnaise doit prendre. Naturellement, on doit avancer sur ces concepts-là. Toujours selon le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, plusieurs agences de voyage et des structures internationales de promotion touristique ont annoncé leur participation à cette fête traditionnelle du peuple Nzima, peuple du sud de la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, il y a eu une nouvelle escalade de violence ce matin à Bangui, en Centrafrique, à l'origine des faits, l'assassinat de 2 musulmans ayant occasionné des représailles. Malgré l'appel à la retenue lancé par le gouvernement, les musulmans ont pris pour cible 2 églises et ont incendié plusieurs maisons et des commerces. De nombreux blessés par balles sont signalés, mais aucun bilan précis n'est encore disponible. Le candidat du parti au pouvoir donné vainqueur à la présidentielle en Tanzanie, John Magufuli, est crédité de 58,46% des voix. Il devance largement son principal rival Edward Lowassa, qui obtient 39,97% des voix. Ce dernier a immédiatement rejeté ces résultats et a revendiqué la victoire. Je vous invite à présent à la découverte d'un centre de réhabilitation pour singes. C'est au Chili. Il s'agit de primates sauvés du trafic ou rescapés de cirque. Ils y sont soignés pour leur traumatisme et parfois pour leur addiction. Regardez. Nicolas est un singe de l'espèce capucin.
Sa particularité, c'est un ex-alcoolique. Ses anciens propriétaires qui l'exhibaient dans une boutique de Santiago du Chili le faisaient boire et fumer des cigarettes. Lorsqu'il est arrivé dans ce centre de réhabilitation pour primates il y a plus de 15 ans, il était totalement dépendant. Quand il est arrivé ici, il a fallu lui faire suivre le traitement que l'on prescrit aux humains alcooliques avec des antidépresseurs. Et c'est un traitement qui prend du temps. Il n'a pas cessé de réclamer de l'alcool du jour au lendemain. Dans ce centre cohabitent 165 singes qui ont tous été maltraités. Bêtes de cirque, cobayes de laboratoire ou animaux de compagnie enfermés dans une maison, ils ont vécu une vie inadaptée à leurs conditions d'animaux sauvages. Le plus souvent, ils en portent les traces, fourrure abîmée, mutilations et pour certains, troubles psychologiques. Depuis 20 ans, cette ancienne puéricultrice se consacre entièrement à leur réhabilitation. Son objectif, réapprendre aux primates les comportements propres à leur espèce. Ici, les singes apprennent à être des singes, parce que lorsqu'ils sont dans une maison, ils ne sont pas des singes. Ils ne peuvent pas développer les comportements de leur espèce. Donc ils ne sont pas des singes et ils ne sont pas des enfants non plus. Ils ne sont plus rien. Ici, ils apprennent avec le reste du groupe qu'ils sont des singes. Il y a 20 ans, le trafic de primates était très important au Chili et le centre recevait une trentaine d'animaux par an. Aujourd'hui, l'augmentation des contrôles et la sensibilisation du public ont porté leurs fruits. Les singes qui entrent illégalement dans le pays sont beaucoup plus rares. Mais la mode des animaux exotiques n'a pas faibli pour autant, elle s'est simplement tournée vers d'autres espèces. Luego fueron las aves. Après les singes, on a eu les oiseaux, et parmi eux les perroquets. Puis après les perroquets communs, on est passé aux aras, aux toucans. Et maintenant, on trouve des oiseaux d'origine asiatique et africaine le plus souvent. Mais je crois que ces 5 dernières années, le plus gros trafic, ce sont les reptiles. 5 últimos años, el top del tráfico apunta hacia los reptiles. Une fois rescapés du trafic, il est presque toujours impossible de réinsérer les animaux dans leur milieu d'origine. Désormais incapables de survivre dans la nature, ils risqueraient aussi d'infecter leurs congénères avec des virus d'animaux domestiques. Comme Nicolas, ils devront passer le reste de leur jour entre ces grilles. La Chine annonce officiellement la fin de la politique dite de l'enfant unique. L'annonce met fin à plus de 3 décennies d'une politique souvent décriée pour ses abus et ses avortements forcés. Désormais, tous les couples chinois sont autorisés à avoir 2 enfants. Cette décision de portée historique est notamment destinée à enrayer le vieillissement de la population. Au chapitre sport, tout d'abord ce rappel, football éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2016. La Côte d'Ivoire affronte le Ghana. Ce sera demain au stade Robert Champrou, ici à Abidjan. Les éléphants sont déterminés à arracher leur qualification pour la finale prévue en janvier au Rwanda. Au Kenya, les championnats de moto attirent de plus en plus du monde. Des efforts pour améliorer les conditions de sécurité ont été fournis, mais le danger est bien présent sur le circuit. Finalement, c'est ce qui attire participants et publics en quête de sensations fortes. Un sport qui décoiffe. Ce championnat de moto de course au Kenya rassemble les meilleurs motards du pays. La compétition prend place sur une route habituellement calme à la périphérie de Nairobi. Les motards peuvent atteindre des pointes jusqu'à 300 km/h. Selon les organisateurs, les conditions de sécurité de ce championnat, créé en 2003, s'améliorent chaque année sans perdre l'adrénaline de la course. Avant, on avait des niveaux d'excitation dignes d'un jeune garçon qui vient d'obtenir un nouveau vélo. Il y avait beaucoup de plaisir et beaucoup de bruit dans le public. La sécurité était à la discrétion des individus. Mais avec le temps, nous nous sommes mieux organisés et nous avons obtenu plus de matériel. Malgré les nouvelles règles de sécurité, le danger est bien présent sur le circuit et c'est cela qui attire le public. Que puis-je dire? C'est absolument génial. Ces motos sont rapides. Je n'ai jamais rien vu d'aussi rapide sur la terre ferme. Si vous ne venez pas ici, vous passez à côté de la vie. Depuis 5 ans, ce sport se popularise à toute allure et aucun signe de ralentissement n'est perceptible. L'association des motards du Kenya espère pouvoir organiser l'année prochaine 4 courses par an et surtout un championnat international. À partir de 2016, nous allons commencer un championnat. Vous savez, comme ils font à l'échelle internationale.
Et nous avons jusqu'ici identifié 4 routes que nous pouvons utiliser confortablement. Vous le savez, ces dernières années, nous n'avons fait que poser les bases et déterminer les routes à utiliser. Donc finalement, nous avons pu identifier 4 routes qui nous permettront de créer un circuit. C'est ce que nous recherchons, pas seulement une course par an, mais un vrai circuit de championnat avec un vrai gagnant. Ce sport attire de plus en plus de fanatiques au Kenya et les organisateurs parviennent à attirer des partenaires internationaux, si bien que le pays est déjà résolument en route pour un championnat d'envergure internationale. On s'intéresse pour terminer à une autre discipline sportive. Les championnats du monde handisport ont débuté le 22 octobre à Doha au Qatar. La compétition qui réunit environ 1300 athlètes provenant de 90 pays prend fin samedi. Championne de l'édition passée, l'équipe ukrainienne affaiblie par le conflit en Ukraine peine à assumer son statut à ces mondiaux 2015 de Doha. Au championnat d'athlétisme handisport de Doha, la délégation ukrainienne tente de montrer qu'elle est toujours l'une des meilleures équipes du monde. Au dernier championnat à Lyon en 2013, ils ont fini 4e, comme aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Et depuis, la guerre civile a divisé le territoire et le peuple ukrainien en deux. L'équipe doit se reconstruire. Jusqu'à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, elle allait s'entraîner dans l'une des bases les mieux équipées d'Europe, sur les bords de la mer Noire. Mais aujourd'hui, l'accès y est impossible. Nous en étions fiers de cette base. Elle était unique au monde à mon avis, jusque récemment. Quelles sont nos difficultés? Nous sommes limités financièrement bien sûr. Nous n'avons pas pu organiser autant de camps de préparation pré-tournoi que nous l'aurions souhaité. La question de l'équipement et du matériel se pose, parce que notre équipement est resté à Yevpatoria. Nous avons dû nous démener pour trouver du matériel et avoir un vrai entraînement. Après s'être hissée au plus haut niveau, l'équipe ukrainienne craint maintenant de régresser. Plus d'un tiers des athlètes venaient des régions pro-russes de Donetsk et Lugansk. Certains ont dû déménager pour continuer l'entraînement. D'autres ont quitté l'équipe. Ils disent que Donetsk devrait faire partie de la Russie. Ils ne représentent pas la Russie dans les Jeux, mais le ministère des Sports olympiques ne veut pas qu'ils représentent l'Ukraine non plus, parce qu'ils sont en désaccord avec toute l'équipe. C'est pour ça que c'est tellement tendu. On dirait qu'ils ne font plus du tout partie de l'équipe. Malgré les difficultés, l'Ukraine continue de mener une politique de développement de sport paralympique unique au monde, avec son système d'initiation sportive réservé aux enfants handicapés. Et le gouvernement propose depuis peu un programme similaire pour les soldats blessés de retour de guerre, intitulé « Retour à la vie ». On a entendu dire qu'il y avait des jeunes qui étaient partis faire la guerre en bonne santé et qui étaient revenus amputés. C'est l'occasion pour ces gens de comprendre que quelqu'un a besoin d'eux, qu'ils sont en compétition pour une médaille, qu'ils font partie d'une équipe. Psychologiquement, ça aide à sortir de la dépression. Le conflit ukrainien a fait près de 8000 morts et 17 600 blessés selon les Nations Unies. Même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous à Doha, c'est bien en Ukraine que le plus gros défi doit être relevé. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite la paix et une très bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.